Le fragment d'aile soupçonné d'appartenir à l'avion disparu de Malaysia Airlines est actuellement analysé en laboratoire. Les autorités sont de plus en plus convaincues qu'il s'agit d'une pièce de l'appareil disparu il y a 16 mois, dans la nuit du 8 mars 2014. Un avion de Malaysia Airlines transportant 239 personnes a disparu sans laisser de traces. Aucun appel de détresse, aucune épave, rien, juste le silence. Pendant plus de 10 ans, des experts y ont dépensé plus de 200 millions de dollars pour sonder les fonds marins en vain. Mais aujourd'hui, un ingénieur britannique à la retraite, Richard Godfrey, affirme avoir décrypté le code grâce à des signaux radio faibles, presque imperceptibles, que personne d'autre n'avait pensé à vérifier. Certains scientifiques jugent cela impossible. D'autres sont stupéfaits, s'il a raison. Nous saurons enfin où se trouve le vol MH370. Alors qu'a-t-il découvert? Cette nouvelle méthode résistera-t-elle à l'épreuve du temps? Et l'épave est-elle vraiment là? Analysons la situation. La nuit où l'avion a disparu. Vous connaissez peut-être l'histoire du vol MH370, ou du moins vous le croyez. Un avion décolle, disparaît dans la nuit, et puis plus rien. Mais en réalité, la version que la plupart d'entre nous avons en tête est loin d'être exhaustive. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là est bien plus complexe, bien plus glaçant, et honnêtement, cela soulève plus de questions que de réponses. Revenons en arrière. C'était le 8 mars 2014. Le vol MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 a décollé de Kuala Lumpur peu après minuit, à 0h41 précisément. L'avion était bondé avec 239 personnes à bord, des voyageurs d'affaires, des touristes et des familles entières en route pour Pékin. Pendant la première demi-heure environ, tout semblait d'une normalité affligeante. Montée en douceur, échange de routine avec le contrôle aérien, rien d'alarmant. Puis, Viriandia Saïmev vinrent les dernières paroles jamais entendues du cockpit. À 1h19, le contrôleur malaisien leur demanda de se signaler au Vietnam à l'approche d'un nouvel espace aérien. Réponse du pilote, toujours aussi calme. Bonne nuit, vol Malaisian 370. 2 minutes plus tard, à 1h21, le transpondeur de l'avion s'est éteint. Cet appareil transmet au contrôleur aérien l'identifiant, l'altitude et la vitesse de l'appareil. Autrement dit, il le rend visible sur les radars civils. Soudain, plus aucun signal. On aurait dit que l'avion avait disparu de la circulation. Mais voici le premier rebondissement. Et c'est un signal important. L'avion n'avait pas disparu. Pas encore. Alors que les radars civils l'avaient perdu de vue, les radars militaires malaisiens qui fonctionnent différemment. Un peu comme si le faisceau d'une lampe torche se réfléchissait sur un objet, continuait de capter un signal. Un écho non identifié est apparu et les enquêteurs ont déclaré plus tard. Oui, il s'agissait très probablement du vol MH370. L'avion ne suivait plus du tout sa trajectoire. Il avait brusquement viré à gauche. Pas une dérive, pas un balancement, un virage délibéré et maîtrisé. Au lieu de se diriger vers le nord-est, en direction de Pékin, il a fait demi-tour vers l'ouest, survolant la péninsule malaise juste au-dessus de son propre territoire. Puis, il a continué sa route, filant vers la mer d'Andaman. Les radars militaires l'ont suivi pendant 1 heure, jusqu'à 2h22 du matin, heure à laquelle il a disparu des écrans au nord-ouest de l'île de Panean. Après cela, plus rien. Imaginez-vous dans cette salle radar, observant ce bref point lumineux que vous savez être celui d'un avion de ligne. Disparu des radars. Aucun appel de détresse, aucun code transpondeur, aucune explication, juste partie. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Car même si l'avion ne communiquait plus avec le contrôle aérien, il continuait d'émettre des signaux vers l'espace. Son système de communication par satellite, l'unité de données satellitaire, avait discrètement repris contact avec un satellite Inmarsat en orbite au-dessus de l'océan Indien. Ce n'était pas destiné au suivi des avions. Il s'agissait simplement d'un signal de maintenance, une sorte de confirmation de présence. Mais ces signaux fantomatiques se sont avérés
être les seuls indices concrets de la trajectoire du MH370 pendant les 6 heures suivantes. Il y a eu 7 de ces signaux au total. Et sans boîte noire, sans radar, sans communication radio, ces 7 signaux sont devenus les indices auxquels les enquêteurs se sont accrochés. À partir de 2 données clés, le décalage temporel de la rafale, soit le délai du trajet aller-retour du signal, et le décalage de fréquence de la rafale, un léger décalage, Doppler du signal. Les ingénieurs ont tenté de reconstituer le parcours de l'avion. Ils obtinrent des arcs d'immenses arcs s'étendant à travers la planète. L'un pointait vers le nord, traversant l'Asie, l'autre plongeait vers le sud dans l'immensité de l'océan Indien. La voie septentrionale fut rapidement écartée. Trop de radars, trop de forces militaires scrutaient le ciel. Quelqu'un aurait forcément remarqué un Boeing défectueux et toute l'attention s'est donc portée sur le sud. Cela nous a menés à ce que nous appelons aujourd'hui la 7e arche, le dernier trait tracé à 8h19 à laquelle le dernier signal a été reçu. Selon les calculs, c'est à ce moment-là que le vol MH370 a très probablement épuisé son carburant dérivant quelque part le long de cette courbe solitaire de l'océan Indien. Ainsi débuta l'une des recherches les plus vastes et les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation. Des dizaines de navires d'avion, et plus tard, de drones sous-marins en ont ratissé une zone de 120 km² de fond marin. À titre de comparaison, cela équivaut à peu près à la superficie de la Pennsylvanie. Ils ont consacré des années et des centaines de millions de dollars à sonder le fond de l'océan avec des sonars. Et qu'ont-ils trouvé? Rien. Enfin, pas tout à fait rien. Au fil du temps, quelques débris ont été retrouvés sur les plages, un volet d'aile à la réunion des panneaux intérieurs, à Mozambique, d'autres fragments à Madagascar. Mais aucun de ces débris n'a fourni aux enquêteurs de preuves irréfutables. Pas d'enregistreur de conversation du cockpit, pas d'enregistreur de données de vol, aucune réponse concrète. Les recherches étaient au point mort. Là, les calculs de l'Inmarat semblaient brillants au premier abord, mais s'ils étaient si parfaits, pourquoi menaient-ils à un océan désert? C'est la question qui hante encore les esprits. Quelque chose clochait dans la version officielle. Et au milieu de ce vide sans épave, identifiable, sans explication claire, une avalanche de théories a déferlé. Certaines farfelues, d'autres d'une plausibilité troublante. Mais l'une des voix les plus intrigantes à s'être exprimée sur ce mystère est celle de Richard Godfrey, l'homme qui affirme avoir découvert où se trouve réellement le vol MH370 et qui a stupéfié le monde avec ses preuves. Nous disposons de données océanographiques, d'analyses de dérives et des données de performance fournies par Boeing, l'histoire à laquelle tout le monde a cru à tort. En réalité, si l'on fait abstraction de tout le bruit médiatique, la version officielle du vol MH370 est plutôt simple. Trop simple peut-être. Pendant des années après la disparition de l'avion, enquêteurs médias et même certains experts en aviation se sont focalisés sur une seule explication. Le commandant Zahari Ahmed Shah, pilote chevronné de 53 ans, totalisant plus de 18 heures de vol, aurait détourné son propre appareil. Selon cette version, il aurait calmement coupé les systèmes de communication, effectué un demi-tour brusque au-dessus de la Malaisie, dépressurisé la cabine pour que tous les passagers perdent une connaissance, puis continuer son vol vers le sud pendant près de 7 heures. Finalement, à court de carburant, le Boeing 70-7 aurait disparu silencieusement dans l'océan Indien méridional, dans ce que certains ont qualifié de vol fantôme ou de vol zombie. Sur le papier, cela ressemble à une histoire glaçante tout droit sortie d'un film hollywoodien. Un pilote respecté devenu le criminel qui a entraîné 239 personnes dans une mort certaine. Mais voilà le problème. Lorsqu'on examine de près les preuves, cette belle théorie s'effondre de plusieurs manières. Commençons par les données satellitaires, car elles constituent la base de toute la théorie officielle. Les échanges entre le vol MH370 et le satellite Inmarsat ont servi à cartographier sa trajectoire supposée. Or, c'est là que les choses se compliquent. Les toutes dernières tests données vers 8h19 du matin
révèle qu'Algernon a quelque chose d'étrange, le décalage de fréquence de Rafale ou BFO. Cela laisse supposer que l'avion ne se contentait pas de descendre en douceur comme un avion en panne de moteur, tentant d'amérir en toute sécurité. Au contraire, les chiffres indiquent une chute d'altitude brutale, une accélération soudaine vers le bas. On pourrait parler d'un piqué plutôt que d'un vol plané. D'ailleurs, l'enquête menée en 2016 par le Bureau australien de la sécurité des transports ATSB sur le BFOS suggérait que l'avion aurait pu descendre à une vitesse de 15,0 pieds par minute. Ce n'est pas un atterrissage contrôlé, c'est une chute libre. Et à elle seule. Cette seule constatation rend très fragile la théorie du vol plané par automutilation du pilote ou par épuisement du carburant. Il y a ensuite l'épave, ou plutôt les minuscules fragments d'épave que nous avons retrouvés. Le premier fragment confirmé est celui que Flaperon a découvert en juillet 2015 sur l'île de Rayun au large des côtes africaines. Depuis une trentaine d'autres fragments. Certains confirmés, d'autres, très probablement, ont été récupérés sur les plages de Madagascar, du Mozambique, de Tanzanie, de l'île Maurice et d'Afrique du Sud. Alex Marquardt de la chaîne ABC nous fait un reportage depuis l'île de la Réunion où ils ont trouvé cette pièce mystérieuse. Voici le point crucial. Le Flaperon n'était pas dans un état comparable à celui qu'on attendrait d'un amérissage en douceur. Le bord de fuite était déchiré de manière à ressembler davantage à des dommages causés par le flottement. Un phénomène qui se produit lorsqu'une surface de contrôle vibre violemment dans un flux d'air à grande vitesse. Il a également été confirmé que les volets étaient rentrés, ce qui signifie que l'avion était en configuration de croisière et non en position d'atterrissage. D'autres débris ont révélé des informations similaires. Un fragment de volet d'aile découvert en Tanzanie présentait des traces de fractures dues à une surcharge, ce qui là encore indique un impact violent à haute énergie. S'il s'était améri de manière calme et intentionnelle, on s'attendrait à ce que les volets soient déployés, que l'épave soit plus intacte et peut-être même que des sections du fuselage flottent. Mais au contraire, les fragments révèlent une destruction brutale. Et nous en arrivons à ce qui pourrait bien être le plus gros défaut de toute la recherche elle-même. Les gouvernements ont dépensé des centaines de millions de dollars pour scruter l'océan Indien cartographiant plus de 120 km de fond marin. Mais voici le hic. Toute l'opération reposait sur une série d'hypothèses. Les enquêteurs supposaient que les signaux satellites traçaient une trajectoire précise. Ils ont supposé que la consommation de carburant de l'avion correspondait exactement aux prévisions des modèles. Ils ont supposé que le pilote automatique maintenait le cap jusqu'à épuisement des réservoirs. Et pire encore, ils ont pris le 7e point comme une vérité absolue. Une ligne étroite au milieu de nulle part où l'avion devait impérativement se trouver. Mais les suppositions sont dangereuses. Et année après année, alors que les navires remorquaient des sonars et des drones sous-marins, ne découvraient que des crêtes volcaniques et des fosses profondes, la vérité devint impossible à ignorer. Ils cherchaient au mauvais endroit. Il s'agissait d'un cas classique de biais de confirmation, croire si fermement à une théorie qu'on déforme chaque preuve pour la faire concorder. L'histoire de l'automutilation du pilote était facile à raconter et faisait des gros titres, mais les faits étaient en réalité confus et contradictoires. Alors, où cela nous mène-t-il? Lorsque les recherches officielles ont été suspendues, début 2017, la population était frustrée, en colère et désespérée. Les familles des victimes étaient toujours sans réponse. Les experts en aviation avouaient leur perplexité et le public se retrouvait face à une version des faits incohérente. Si l'explication plausible concernant le capitaine Zahari était erronée, quelle était la bonne explication? Les données satellitaires auraient-elles pu être mal interprétées? L'épave pourrait-elle indiquer un accident d'une toute autre nature? Ou bien existait-il une autre méthode, une technologie négligée qui aurait permis de suivre la trajectoire du MH370 avec une précision supérieure à tout ce que les équipes de recherche officielles avaient tenté? C'est là qu'intervient Richard Godfrey. Cet ingénieur aérospatial britannique à la retraite passionné d'énigmes a opté pour une approche radicalement différente. Tandis que les gouvernements scrutaient les signaux des satellites, Godfrey posait une question que personne d'autre n'avait osé poser.
Et sa réponse allait bouleverser toutes nos certitudes sur le vol MH370. L'idée qui paraît saugrenue de Richard Godfrey n'est peut-être pas si farfelue. 2 ans après que l'on eut renoncé à retrouver le vol MH370, un septuagénaire, assis tranquillement dans son bureau, se posait une question si étrange qu'elle ressemblait au début d'une mauvaise plaisanterie. Et si l'on pouvait localiser un avion disparu, non pas grâce à des satellites, ni à des radars, ni même à des technologies militaires, mais grâce à des radioamateurs bricolant dans leur garage? C'est le genre de questions que Richard Godfrey, un ingénieur aérospatial britannique à la retraite, a commencé à se poser environ 2 ans après la disparition. Des preuves crédibles ont été fournies et les recherches vont reprendre. Alors que les gouvernements dépensaient des millions dans des recherches qui ne révélaient rien d'autre que des océans vides, Godfrey n'était pas satisfait. Il avait consacré sa vie à résoudre des problèmes d'ingénierie et celui-ci était le plus complexe qu'il ait jamais rencontré. Il se plongea donc dans une technologie dont presque personne en dehors du milieu radioamateur n'avait entendu parler, le WSPR. Le WSPR, Weak Signal Propagation Reporter, est un système étrange inventé dans les années 2000. Concrètement, des milliers de radioamateurs du monde entier émettent de minuscules signaux radio, presque imperceptibles toutes les quelques minutes. Ces signaux sont extrêmement faibles, souvent inférieurs à 1 watt, soit la puissance d'une veilleuse. Mais ils peuvent se réfléchir sur l'ionosphère et parcourir des milliers de kilomètres. Imaginez le WSPR comme une immense toile d'araignée qui fait le tour du globe. Chaque fil représente un de ces faibles signaux qui oscillent entre 2 stations. La plupart du temps, cela permet simplement aux radioamateurs de déterminer la portée de leurs signaux. Mais Godfrey a fait une découverte importante. Si un gros avion coupe l'un de ses fils, cela provoque une perturbation. Cela peut paraître anodin. Il peut s'agir d'une simple baisse de la puissance du signal ou d'un léger décalage de fréquence, parfois inférieur à une décélération. Mais ces perturbations sont systématiquement enregistrées dans une base de données en ligne appelée WSPR-Net. Et cette base de données est immense. Des années de données, des milliards de petits signaux émis par des radios du monde entier. Godfrey pensait que si le vol MH370 avait réellement survolé l'océan Indien cette nuit-là, il avait forcément croisé des dizaines de ces signaux invisibles. Et s'il parvenait à détecter ces perturbations, il pourrait peut-être reconstituer la trajectoire de l'avion comme un chemin de miettes. Alors il s'est retroussé les manches et s'est mis au travail. Ce n'était pas un projet pour le week-end. Cela devint une véritable obsession. Pendant 3 ans, il a épluché les archives de WSPR-Net, soit plus de 200 milliards de lignes de données brutes. Il a dû développer un logiciel sur mesure pour filtrer les fausses alertes, les interférences dues aux tempêtes solaires et autres perturbations de fond noyées sous le chaos normal de l'ionosphère. Peu à peu, une image commença à se dessiner. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, lorsque le Boeing 77 a disparu, Godfrey a détecté environ 130 anomalies WSPR au-dessus de l'océan Indien. Il ne s'agissait pas de bruits aléatoires, ni d'interférences météorologiques ou radio. En reportant les événements sur une carte dans l'ordre chronologique, il formait une trajectoire. Celle-ci débutait précisément à l'endroit où le radar militaire malaisien avait détecté l'avion pour la dernière fois. De là, elle bifurquait vers le sud-ouest, puis vers le sud. Exactement le genre de virage que les enquêteurs soupçonnaient depuis longtemps, mais avec une précision bien plus grande. Et la piste ne s'est pas simplement évanouie. Elle s'est terminée à un endroit très précis, 29 128 degrés sud, 99 934 degrés est, soit environ un 500 km à l'ouest de Perth, en Australie. En eau profonde, certes, mais tout de même, à quelques 200 km à l'intérieur d'une zone jamais explorée par les recherches officielles ou privées. Pour la première
première fois depuis des années, quelqu'un avait établi une nouvelle localisation basée sur des données pour le vol MH370. MH370. Pas une vague supposition, pas une autre hypothèse. Un point précis étayé par des chiffres concrets, mais les chiffres ne suffisent pas. Il faut les mettre à l'épreuve. Des chiffres sur une page ne sont que des chiffres. Ils ne peuvent pas ne pas faire décoller un avion du fond de l'océan. Ils n'apportent pas de réponse aux familles. Pour Richard Godfrey, le véritable défi n'était pas de déceler des schémas dans les signaux radioamateurs. Le véritable défi était de savoir si ces schémas résisteraient aux questions pointues de personnes qui se moquaient des théories. Elle voulait des preuves. C'était pourquoi il a présenté ses conclusions à l'Université de Liverpool à une équipe d'analystes habitués à résoudre des tragédies de ce genre. Il s'agissait des mêmes experts qui avaient contribué à retrouver l'épave du vol 447 d'Air France après sa disparition dans l'Atlantique. L'avion se met à rouler. Il commence à osciller d'un côté à l'autre, comme en 2011. Si les chiffres de Godfrey n'étaient que du vent, il s'en rendrait compte immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il leur a présenté exactement? Et pourquoi cela a-t-il capté leur attention au lieu de finir parmi les théories les plus farfelues? Analysons la situation. La première pièce du puzzle était ce qu'il appelait la vérification croisée des horodatages. Il s'agissait en fait d'un test de cohérence. Les perturbations détectées dans les données WSPR correspondaient-elles à la chronologie réelle du vol MH370? Si ces anomalies radio se produisaient des heures avant ou après les signaux émis par l'avion auprès du satellite Inmara, toute la théorie s'effondrerait. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Chacune des 130 anomalies signalées par Godfrey s'est alignée presque parfaitement à environ 4 minutes d'un signal Inmara. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un schéma récurrent. Et lorsque les enquêteurs ont cherché d'autres explications comme la présence d'un autre Boeing 77 dans le même espace aérien ou d'un avion cargo de passage, rien ne correspondait. Aucun autre avion ne se trouvait dans ce ciel. Aucun autre avion n'aurait pu provoquer ces perturbations. Le seul candidat restant était le vol MH370. Vint ensuite la géométrie du signal. Imaginez remplacer une photo floue par une photo nette. Les données du satellite Marsat ressemblaient davantage à une esquisse qu'à une carte détaillée. Elles ne permettaient de restreindre la zone qu'à de vastes arcs, de vastes étendues océaniques aux contours flous larges de centaines de kilomètres. Suffisant pour émettre des hypothèses, mais pas pour localiser précisément la source du problème. Le WSP a révolutionné le secteur. Chaque signal empruntant un trajet spécifique entre deux opérateurs radio, par exemple l'un en Nouvelle-Zélande et l'autre en Afrique du Sud. Toute perturbation était confinée à ce trajet. Lorsque plusieurs pistes présentaient des anomalies, simultanément, on pouvait les croiser comme des lignes sur une carte. Soudain, au lieu d'une zone de recherche de la taille d'un continent, Godfrey traçait des couloirs d'une vingtaine de kilomètres de large seulement. Plus il y avait de pistes, plus la piste devenait précise. Ces 6 dernières années, leur technologie a progressé. Nous avons de nouvelles recherches sur le vol MH370. Vint ensuite le test le plus délicat, l'empreinte de réfraction. Il s'agissait de prouver que les fluctuations des signaux radio n'étaient pas de simples bruits parasites. La surface de l'océan, l'ionosphère, voire l'activité solaire, pouvait courber et déformer les ondes radio, leur donnant un aspect chaotique. Godfrey devait démontrer que ce qu'il captait était bien l'empreinte d'un avion gigantesque et non un phénomène naturel. Il se concentra sur les signaux de la gamme des 14 MHz, car cette fréquence réagit de manière prévisible lorsqu'un appareil aussi massif qu'un Boeing 777 la traverse. Pour garantir la qualité des résultats, son logiciel éliminait les perturbations faibles ou brouillées.
Seuls les signaux puissants d'environ moins 255 décibels ou plus étaient conservés. Après avoir appliqué tous ces filtres, il restait 130 anomalies avérées. Et voici le plus surprenant, elles n'étaient pas éparpillées sur toute la carte. Elles se regroupaient, formant une ligne à travers le sud de l'océan Indien comme si quelqu'un avait semé des miettes de pain sur l'eau. Lorsque l'équipe de Liverpool a analysé ces données avec ses propres modèles, en utilisant l'analyse de Pékin, la même méthode statistique qui avait permis de localiser précisément le vol Air France 447, elle a obtenu un résultat remarquable. Leurs calculs indiquaient une probabilité de 74 % que l'épave du vol Mash 370 se trouve dans une petite zone océanique centrée sur les coordonnées de Godfrey. Pour la première fois depuis la disparition de l'avion, les données n'étaient plus seulement porteuses d'espoir. Elles étaient mathématiquement solides. Imaginez maintenant être l'un de ces scientifiques. Vous avez passé des années à observer des théories farfelues apparaître puis s'éteindre. Avions volés bases secrètes, automutilation de pilotes, voire enlèvement. Et puis soudain, on vous présente un ensemble de données qui concordent de façon presque trop parfaite pour être ignorées. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus depuis la nuit de la disparition de l'avion. La réaction contre WSPR. Voilà ce qui caractérise toute idée novatrice et audacieuse qu'elle était proposée. Elle suscite des réactions. Ce n'est pas un mal. C'est même le principe même de la démarche scientifique. Si personne ne la remettait en question, ce serait encore plus étrange. Et face à un événement aussi poignant et chargé d'émotions que la disparition du vol MH370, le scepticisme a été immédiat et virulent. Examinons donc les principales objections formulées à l'encontre de la théorie de WSPR de Richard Godfrey et comment lui-même et d'autres y ont répondu. La première objection a fusé presque immédiatement. Le WSPR n'a jamais été conçu à cet effet. Et vous savez quoi? C'est vrai. Le WSPR, ou Whisper comme l'appellent les radioamateurs, n'a jamais été conçu pour localiser des avions disparus. Il était destiné aux radioamateurs qui souhaitaient utiliser la réflexion des signaux atmosphériques pour déterminer leur point d'impact. Rien de plus. Mais voici le paradoxe. La science regorge d'outils utilisés de façon que leurs inventeurs n'auraient jamais imaginé. Réfléchissez-y. Les rayons X ont été découverts par hasard lorsque Wilhelm Röntgen expérimentait avec les rayons cathodiques à la fin du 19e siècle. La pénicilline, quant à elle, ça est le fruit du hasard. Alexander Fleming a constaté en 1928 que des moisissures tuaient les bactéries dans ces boîtes de pétri. Même le GPS, que nous utilisons aujourd'hui pour trouver le café le plus proche, était à l'origine un système de navigation militaire. Alors certes, le WSPR n'a pas été conçu pour retrouver des avions disparus, mais la physique qui le sous-tend, la façon dont les ondes radio se courbent, se dispersent, et sont perturbées par un obstacle important, repose sur des principes scientifiques éprouvés depuis des décennies. Même Joe Taylor, lauréat du prix Nobel et inventeur du WSPR, reconnaissait que les avions pouvaient perturber ces signaux. Il était plus réservé quant à la possibilité de localiser précisément les signaux, mais le principe de base était incontestable. Et Godfrey ne s'est pas contenté de la théorie. Il a procédé à une expérience concrète. En novembre dernier, son équipe s'est associée à des chercheurs de l'Université de Liverpool et a affrété un Boeing 777. Ils l'ont fait voler le long du couloir aérien au-dessus de l'océan Indien qui correspondait à la route présumée du vol MH370. Pendant ce temps, les stations WSPR du monde entier étaient à l'écoute. Et devinez quoi, pile à leur cul, les perturbations sont apparues exactement à l'endroit où se trouvait l'avion. Pas à proximité, pas vaguement à la même époque. Non. Et les signaux des radioamateurs communiquant entre eux la nuit de la disparition de l'avion. Les pics correspondaient à la position de l'avion à la minute près. C'était la preuve irréfutable. La preuve que ce n'était
n'était pas juste un calcul approximatif. Le système fonctionnait en temps réel. La deuxième objection ressemblait davantage à une pique adressée à Godfrey lui-même. Il ne cesse de déplacer la cible. Et là encore, en apparence, c'est vrai. Ses premiers calculs, il y a des années, indiquaient un lieu du crash plus proche de 33 degrés sud. Puis la cible a été déplacée à 34 degrés, puis finalement à 29 degrés sud. Les critiques ont fusé affirmant qu'il s'agissait de conjectures. Mais voilà. En science, modifier sa réponse, à mesure que l'on obtient de meilleures de ces données, n'est pas un échec, mais un progrès. Lorsque Capharnaüm a émis l'idée que la Terre n'était pas le centre de l'univers, ses calculs n'étaient pas parfaits. Il a fallu que les astronomes suivants affinent les données pour consolider le modèle. Même chose ici. Godfrey n'a pas procédé au hasard. Chaque modification a été rendue possible par l'arrivée de nouvelles données WSPR et par l'amélioration des algorithmes d'analyse. Au fil du temps, la zone d'incertitude s'est réduite. Et voici le plus étonnant, depuis plus de 14 mois consécutifs, la cible est restée à 29 degrés sud. C'est une avancée majeure. Cela signifie que les ajustements sont terminés. Le modèle a cessé de dériver. Cette stabilité a finalement convaincu les chercheurs qu'il ne s'agissait pas d'un objectif fluctuant. Vient ensuite la troisième objection, celle que personne ne peut réfuter complètement. Nous n'avons toujours trouvé d'épave à cet endroit précis. C'est un argument valable. Tant que personne ne remonte une aile ou une boîte noire du fond marin, tout cela reste de la théorie. Mais inversons la perspective. Au lieu de partir de la théorie, partons des débris que nous avons déjà. Vous souvenez-vous du débris flottant qui s'est échoué à La Réunion en 2015? Il a été formellement identifié comme provenant du vol MH370. On en compte au total 160. Par la suite, d'autres débris ont été découverts à Mozambique, à Madagascar et en Tanzanie. Il ne s'agissait pas de simples détritus. Il s'agissait de pièces de Boeing 770-7 directement liées. À l'avion disparu. D'où provenaient-elles? C'est là que les océanographes sont intervenus. Au centre Helmholtz de recherche océanographique, Géomar en Allemagne, des scientifiques ont réalisé des simulations de dérive à grande échelle. Ils ont en quelque sorte immergé des balises virtuelles, semblables à des messages dans une bouteille, dans des modèles informatiques des courants de l'océan Indien, et observé où elles s'échoueraient. Ils ont répété l'opération des centaines de milliers de fois. En inversant les trajectoires de dérive depuis La Réunion et les autres côtes africaines, un phénomène remarquable s'est produit. La majorité des dérives convergeaient vers un point d'origine situé à environ 100 km du point chaud de Godfrey à 29 degrés de latitude sud. Pas une zone vague, pas la moitié de l'océan, mais une zone précise. C'est le genre de confirmation indépendante qu'on ne peut pas ignorer. En résumé, on disait que WSPR n'était pas conçu pour ça. C'est vrai, mais les principes physiques sont valides et ont été testés. On disait aussi que le lieu du crash se déplaçait constamment. C'est vrai, mais seulement parce que les données se sont améliorées et sont désormais définitives. Certains affirmaient qu'il n'y avait pas d'épave. C'est vrai, mais l'analyse de la dérive pointe directement vers cet endroit. À chaque objection, les preuves se renforcent. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour la première fois depuis des années, il ne s'agit plus de vaines paroles. On passe à l'action. La terrible saison des cyclones dans le sud de l'océan Indien est terminée, ce qui signifie que les navires peuvent à nouveau y naviguer. Et le gros calibre est de retour. Ocean Infinity. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'ils ont dirigé les recherches massives menées en 2018. Là, ils n'ont pas retrouvé le vol MH370 à l'époque, mais ils ont développé un arsenal de technologies sous-marines qui n'a cessé de s'améliorer depuis. Leur navire amiral est l'Armada 7806. Un impressionnant bâtiment de soutien équipé de gigantesques véhicules sous-marins autonomes. En gros, ce sont des sous-marins robotisés,
Ce ne sont pas de petits drones filaires. Ils peuvent te plonger à 6,0 mètres, se déplacer librement pendant des jours et scanner les fonds marins grâce à un sonore suffisamment précis pour repérer une épave de voiture à plusieurs kilomètres de profondeur. Et voici la cerise sur le gâteau, le gouvernement malaisien vient de signer un tout nouveau contrat avec Ocean Infinity. La Malaisie a donné son accord définitif à une nouvelle campagne de recherche du vol disparu, MH370, selon la société de robotique Ocean Infinity. Anthony Locke, ministre malaisien des Transports, a donné son feu vert au projet en janvier 2025. La zone de recherche, un carré de 15,0 km², soigneusement délimitée, correspond précisément à la zone identifiée par l'analyse de WSPR. L'accord est simple, pas de découverte, pas de paiement. Autrement dit, Ocean Infinity prend en charge tous les frais initiaux, estimés à environ 70 millions de dollars, et ne sera rémunéré que si l'épave est effectivement retrouvée. Cela devrait suffire à vous mettre la puce à l'oreille. Il n'engagerait pas de tels investissements financiers et humains s'il n'était pas convaincu de la fiabilité des données. Parlons chiffres. Un seul AU, Vyugan, peut couvrir environ 500 km par jour, naviguant lentement à 3 nœuds, tout en scrutant les fonds marins, tandis qu'une flotte entière opère 24 heures sur 24. Ils peuvent ainsi couvrir l'intégralité de la zone de recherche en 1 mois environ. Imaginez un peu. Plus d'une décennie de frustration et d'impasse. Et maintenant, la solution pourrait être à portée de main dans moins de 30 jours. Une fois le navire en mer chargé, les robots prêts et le contrat signé, il ne reste plus qu'à espérer une fenêtre météo favorable suffisamment longue pour le bon déroulement de la mission. Nous y voilà. Après toutes ces années de désespoir, de théories farfelues, de fausses pistes et de spéculations interminables, les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Des données solides, une cible définie et la technologie nécessaire pour mener à bien la mission. La question n'est plus de savoir si le vol MH370 a été retrouvé, mais plutôt si nous sommes enfin sur le point de résoudre l'un des plus grands mystères de notre époque. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Profitez-en pour regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Qui sait ce que vous découvrirez ensuite?